Bienvenue dans les carnets du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, le premier magazine d'enquête sur les plus grands faits divers. C'était il y a 40 ans, le 2 novembre 1978, Jacques Mérine, l'ennemi public numéro 1, est abattu en plein jour dans une rue de Paris. Retour sur une époque où les journalistes avaient le droit de tout dire et de tout montrer. Fin de cavale pour Jacques Mérine. Un récit préparé par la rédaction. Octobre 1979. C'est l'heure du déjeuner. Les restaurants parisiens sont pleins à craquer. Les serveurs en gilet virevoltent entre les chaises, déposant salades et viandes grillées sur les tables. Un moment de détente pour les clients. Du moins, pour la plupart. Car dans une grande brasserie du boulevard d'Ornano, dans le 18e arrondissement parisien, ils sont une grosse dizaine, éparpillés dans la salle, à contempler leur steak la gorge nouée, en s'échangeant des regards furtifs, inquiets. Des flics en civil, tendus à l'extrême. Il y en a d'autres sur le boulevard, cachés derrière l'abribus, d'autres encore dans les étages de l'immeuble. La raison de leur stress ? La présence de deux individus qui boivent un café sur une petite table collée à la verrière. Celui qui est vêtu d'un blouson de cuir et qui dissimule ses yeux clairs derrière des lunettes fumées n'est autre que Jacques Mérine, l'ennemi public numéro 1. Cela fait des mois que toutes les polices du pays le recherchent, et enfin il est là, à portée de menottes. Mais il y a beaucoup de monde dans la brasserie et Mérine, qui ne se déplace jamais sans un gros calibre avec ses 12 balles dans le barillet, n'est pas du genre à se laisser cueillir sans réagir. Au premier mouvement suspect, l'affaire risque de tourner au carnage. Alors il faut attendre, espérer l'ouverture. Mais voilà justement qu'il se lève en même temps que son acolyte. Les deux hommes laissent un billet sur la table et gagnent la sortie. Dans les étages de l'immeuble, les ondes radio crépitent. Plusieurs équipes en voiture banalisée sont prêtes à démarrer. Surtout, ne pas le laisser filer. Mérine est devenu en quelques années une sorte de mythe populaire. Il s'est forgé une réputation de bandit au grand cœur, une sorte de Robin des Bois. Mais à y regarder de près, c'est surtout un assassin sans pitié, pas si chevaleresque du tout. Voyou dès l'adolescence, il est à peine pubère quand il commet son premier meurtre en abattant un proxénète pour une sombre querelle. Suivront 2 casses et 2 prises d'otages avec demande de rançon. Traqué par la police, le voyou, flambeur, séducteur, frimeur, se réfugie au Canada. À peine sur place, il séquestre un industriel local en exigeant 200 000 francs pour lui laisser la vie sauve. Il est finalement rattrapé et jeté en prison. Mais pas de quoi l'impressionner. En août 1972, la prison canadienne où il se trouve est de celles dont on ne s'évade pas. Mais il va faire mentir la légende. Avec 5 autres prisonniers, il coupe les barbelés du pénitencier au seul endroit où l'alarme électrique ne fonctionne pas. En cavale, il s'offre le luxe d'écrire aux grands journaux pour dénoncer les mauvais traitements dont il aurait été victime derrière les barreaux. Le Mérine, qui se veut redresseur de tort et accusateur du système carcéral, est en train de naître. Ce qui ne l'empêche pas, lui, d'assassiner froidement 2 gardes forestiers québécois qui ont eu le malheur de croiser sa route. Une prise d'otage avec rançon, une évasion, les meurtres gratuits de 2 pères de famille. Le voici célèbre lorsqu'il regagne la France, via le Venezuela, puis l'Espagne. L'homme entame alors une longue série de hold-up. Arrêté le 8 mars 1973 à Boulogne-Billancourt, il est présenté devant le juge. Il demande à aller aux toilettes à l'ouverture de l'audience. On l'y conduit et il en ressort avec un revolver caché sous la chemise qu'il pointe sur le magistrat. « Je vais m'évader », prévient-il. « Dites à vos policiers de rester sages, sinon... » Puis, il s'engouffre dans une R16 qui l'attendait devant le palais de justice. Volatilisé une nouvelle fois avant d'être repris de nouveau. Au commissaire Broussard, venu lui passer les menottes dans sa planque,
Mérine offre le champagne et le félicite. Bon boulot. Condamné à 20 ans, il atterrit à la prison de la Santé, d'où il menace de mort les journalistes qui ne l'encensent pas dans leurs articles. Car Jacques Mérine, ce n'est pas seulement un palmarès criminel à rallonge. C'est un homme qui veut soigner son image et forger sa légende. Il apprécie que ses conquêtes, toutes plus belles les unes que les autres, passent en photo dans les pages People. Il aime se faire photographier au volant de ses belles bagnoles. Mais révéler qu'il a frappé un vieillard de 82 ans pour lui chaparder quelques milliers de francs, ça, c'est défendu. En mai 1978, il s'évade à nouveau. À peine 15 jours plus tard, il braque le casino de Deauville. Il se rend dans la foulée chez le juge Petit, le magistrat qui l'a fait condamner 4 ans auparavant. Car Mérine a la rancune tenace. Par chance pour le magistrat, il ne se trouve pas chez lui. Le voyou enchaîne par un rapt avec demande de rançon et menace de mort d'un milliardaire, puis il s'évanouit dans la nature. C'est peu dire que, durant cette période, la police est sur les dents. Les flics de terrain se font engueuler par leurs chefs, qui se font engueuler par les leurs, et ainsi de suite jusqu'au sommet de l'État. Dans les bureaux du ministère de l'Intérieur, on n'a pas du tout envie de voir en Mérine un personnage romanesque. On voit surtout ce qu'il est. Un voleur, maître chanteur, capable de tuer n'importe qui pour une poignée d'argent et de ridiculiser à lui tout seul tout le système carcéral. Alors on le traque sans relâche. Et c'est finalement en mettant sur écoute l'un de ses anciens codétenus, un certain Bauer, qu'on finit par le retrouver. Un soir d'octobre 1979, Mérine téléphone à Bauer. Les deux hommes conviennent de se retrouver le lendemain dans une grosse brasserie du boulevard d'Ornano. Un rendez-vous discret. Sauf qu'à l'heure dite, des dizaines de policiers en civil ont déjà pris place dans et autour de l'établissement. Mérine et Bauer prennent leur café ensemble sans remarquer le petit manège qui se joue autour d'eux. Puis, ils quittent la brasserie. Sur le trottoir, les hauts gradés jugent qu'il y a trop de monde pour risquer une interpellation, mais les flics ne se seront pas déplacés pour rien. Mérine, pris en filature, les conduit jusqu'à son repère, au 37 de la rue Béliard, dans le 18e arrondissement. Vendredi 2 novembre 1979. Jacques Mérine sort de son immeuble au bras de sa dernière conquête en date, une superbe rousse du nom de Sylvie Jean-Jacot. En réalité, ses cheveux sont brun foncé, mais elle porte une perruque pour ne pas être reconnue. L'ennemi public numéro 1 est tout aussi méconnaissable avec sa barbiche et sa moustache. Mais les hommes du 36 quai des Orfèvres ne s'y trompent pas. Le couple se dirige vers une BMW marron métallisée garée le long du trottoir. Sylvie Jean-Jacot s'installe sur le siège passager, son caniche nain dans les bras. Mérine, après avoir jeté une valise à l'arrière, prend le volant. Il n'ira pas très loin. La BMW démarre, prend la direction de la porte de Clignancourt. C'est alors que 2 camionnettes surgissent et la bloquent au carrefour, devant un gros camion de maraîcher. La bâche latérale du camion se relève. Mérine comprend instantanément. Il n'y a ni courgette ni rate du Touquet à l'intérieur. À la place, 7 hommes au revolver déjà dressés. Les 7 meilleurs tireurs de l'anti-gang et de l'OCRB, Office central pour la répression du banditisme. L'ennemi public numéro 1 porte la main à son blouson de cuir, sous lequel il dissimule son Smith & Wesson. Mais il n'a pas le temps de le saisir. D'un coup, les balles pleuvent. Un véritable déluge de feu. Le pare-brise de la BMW est criblé en quelques secondes. Mérine tombe en avant. Sylvie Jean-Jacot s'effondre également. Le caniche est en charpie. Les flics s'approchent à pas prudents du véhicule. Seule la jeune femme en sera extraite vivante avant d'être miraculeusement sauvée malgré une balle dans la tête. Mérine, lui, est mort. Les cheveux maculés de sang, la tête basculée en avant, maintenu en position assise par sa ceinture de sécurité. Il ne se relèvera jamais. Il ne s'évadera plus jamais. Sa folle cavale est terminée.
Les seules larmes qui auront été versées sur la dépouille du gangster, ce sont celles de sa fille Sabrina, 18 ans. Elle a entendu un flash à la radio et elle a accouru tout de suite. Les policiers la laissent passer, elle s'effondre immédiatement en sanglots. Dans l'appartement de la rue Béliard, les policiers auront l'impression de pénétrer dans une véritable caverne d'Ali Baba. Ils trouveront 26 millions d'anciens francs en liquide, 7 lingots d'or, une vaste collection de bijoux des plus grands joailliers, mais aussi tout un arsenal, dont une Kalachnikov. Les enquêteurs découvriront aussi une cassette audio près du lit. Son testament parlé, laissé à Sylvie, dont il ne pouvait se douter qu'elle partagerait ses derniers instants. Ma chère Sylvie, alors que tu écoutes cet enregistrement, je suis déjà mort, tombé sous les balles des policiers. Mais je ne regrette rien. J'ai eu la vie que je souhaitais. Je te remercie pour tout le bonheur que tu m'as donné. Un jour, peut-être, on se retrouvera au paradis. Puis, avec un petit rire, il ajoute « ou plutôt en enfer ». Retrouvez ce grand récit ainsi qu'une centaine d'autres dans notre hors-série anniversaire 90 ans de faits divers, disponible sur notre site internet lenouveaudétective.com.